Bonjour, ravi de vous retrouver dans Extra Local pour évoquer une semaine chargée de contestations agricoles en voie d'apaisement. Pour en parler avec nous, deux invités, Véronique Lefloc, présidente de la coordination rurale, ainsi que Laurent Jacobelli, le porte-parole du Rassemblement national, ainsi que député de la Moselle. Il est notre premier invité. Bonjour Laurent Jacobelli. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci de votre invitation. Vous connaissez le principe de cette émission. Vous serez interrogé par trois journalistes de nos régions que je vous présente tout de suite, à commencer par Jefferson Desports. Bonjour journaliste éditorialiste à Sud-Ouest qui représente ici la Nouvelle-Aquitaine. Bonjour Jeff. Bonjour Laurent Jacobelli. Bonjour. À côté de Jefferson, Claire Stenlen est également de retour parmi nous. Bonjour Claire. Bonjour Marie. Qui représente le Télégramme et bien sûr la Bretagne. Voilà. Et Fabrice Vesser-Redon, du groupe EBRA, que vous connaissez bien. Que je connais bien. Qui représente le Grand Est, que vous connaissez aussi fort bien. Tout à fait, bonjour. Bonjour Marie, bonjour Laurent. Bonjour Fabrice, voici nos trois éditorialistes. Avant de démarrer les questions, vous connaissez un petit peu nos figures imposées. Et on commence toujours par un petit questionnaire de Proust. Et c'est Jefferson qui s'y colle pour la première question. Alors comme c'est un questionnaire de Proust, Laurent Jacobelli, une personnalité politique en dehors, bien entendu, de Marine Le Pen qui vous inspire. Je dis en dehors de Marine Le Pen parce que les députés du Rassemblement national ne manquent jamais une occasion de dire tout le bien qu'ils pensent de leur patronne. Alors Marine Le Pen, mais sinon le général de Gaulle. Moi je viens du gaullisme. Mais pourquoi le général de Gaulle? Parce que je crois que c'est... D'abord il a su protéger la souveraineté de la France et il a su allier l'essor économique et le progrès social, deux choses qui nous manque aujourd'hui, parce qu'on est en faillite économique et que malheureusement on est en recul social. Je crois que c'était une vraie figure à la fois d'un État fort, mais pas imposant, d'une économie de marché, pour autant avec des objectifs d'État. Je crois que c'était un bon équilibre et une bonne représentation de l'État. C'est pas une figure qui est partagée, pardon, au RN. Elle est largement partagée, elle n'est pas unanime, mais vous savez, on peut être patriote avec des histoires différentes. En revanche, en tant que gaulliste, je trouve qu'aujourd'hui, ces valeurs-là du gaullisme, et notamment du gaullisme social, qui sont les miennes, s'incarnent le mieux en Marine Le Pen et dans le Rassemblement national. Claire. Alors moi j'ai une question sur les médias, parce que vous êtes passé entre autres par TF1 et par Coyote, la société de production de Christophe de Chavannes, du côté financier. Vous étiez pas... Au début et après je suis passé du côté programme. Ouais. Et quel est votre média préféré ou votre médium préféré? Comment est-ce que vous vous informez, sachant que le RN a parfois eu des mots sur la défiance qu'il pouvait avoir par rapport aux médias, aux journaux en général? Alors moi j'avoue, j'ai gardé un prisme télévision parce que j'y ai travaillé pendant plus de 20 ans, donc forcément ça crée des réflexes et puis j'ai toujours un regard à la fois spectateur mais un petit peu producteur aussi en regardant comment sont gérées les choses. Oui, je suis un grand fan de télé et comme je suis... beaucoup en voiture dans ma circonscription, aller dans toutes les villes. J'écoute aussi beaucoup la radio, notamment des radios d'information. Il y a beaucoup à faire sur les médias, hein, notamment en matière d'objectivité et de traitement de l'information. Et comment vous répondez pas radio, là, donc quels sont vos médias préférés? Vous voulez un nom? Oui. Public Sénat. Alors évidemment, Public Sénat. Moi, je regarde beaucoup les chaînes d'infos, du coup, parce que voilà, et donc je regarde beaucoup CNews et BFM. D'accord. Et la radio? Et la radio, j'écoute France Info. C'est parfois difficile de ne pas réagir, mais j'écoute quand même France Info. Et les réseaux sociaux? Oui, bien sûr. Lesquels en priorité? Je suis sur Facebook et Twitter, mais beaucoup sur Facebook parce que c'est le moyen le plus direct d'avoir un rapport aux électeurs. Beaucoup sont sur Facebook et peuvent suivre votre actualité. Les électeurs plus âgés, donc? Peut-être, oui. En tout cas, je crois que ceux qui votent sont en général dans une tranche d'âge un peu supérieure. Mais je suis sur Twitter aussi. Alors, mon équipe me met sur TikTok, mais j'avoue que j'ai un peu moins les réflexes. D'accord. Fabrice, troisième question. Question plus classique. Moi, je vais poser la question au député que vous êtes. Quelle est la loi emblématique, cette loi que vous auriez peut-être voulu porter par le passé, plus récemment? Ah bah clairement, la loi sur l'immigration, mais pas celle-là, pas comme ça. Parce qu'aujourd'hui, un des problèmes majeurs de notre société, il ne faut pas se le cacher, c'est la manière dont est gérée l'immigration, la manière dont sont contrôlés les flux migratoires. C'est un impact économique, c'est un impact social. Vous faites référence à quelle loi, immigration? Très clairement, la loi qu'avait proposée, et je la cite, Marine Le Pen pendant l'élection présidentielle, qui me paraît être une loi complète, qui couvre tous les domaines de l'immigration, le droit du sol, le droit d'accueil, les allocations qui ne serait pas donnée dès les premières années, dès les 5 premières années, la priorité nationale, et que nous voudrions présenter en référendum. Je crois que c'est un sujet majeur que le gouvernement a essayé de mettre sur la table
on voit bien pourquoi, pour des raisons électoralistes, et qu'il a été très heureux de détricoter par la suite avec l'aide du Conseil constitutionnel. Vous m'avez répondu sur votre programme préféré. Vous n'avez pas répondu sur votre loi préférée. Passée, en fait. Ah bah, je crois que c'est clair. C'est une loi sur l'immigration. Non, mais celle qui a été votée dans l'histoire française. Ah, dans l'histoire française. Oui, celle emblématique. Ah ouais, alors là, vous me posez une vraie colle. Il y en a beaucoup, hein. Il y en a vraiment tellement. On en vote beaucoup, d'ailleurs, chaque semaine. Hein. Non, vous me posez vraiment une colle. Il n'y a pas une loi emblématique pour moi que je pourrais vous citer maintenant. Aucune. Non. La loi de 1905, séparation de l'Église et de l'État. La laïcité, oui. Oui, bien sûr, elle est importante. Elle est La loi importante. Veil, on en parlera pendant l'émission. Oui, l'IVG. Oui, mais pourquoi celle-là plus que l'autre? Si vous voulez, c'est un ensemble. Je trouve que notre société, qui est une république, une démocratie, elle vit par l'ensemble de ses lois. Je pourrais même vous citer, je vais peut-être vous surprendre, l'abolition de la peine de mort. Mais ces lois, elles font sens collectivement, j'allais dire. C'est une marche de la société. Donc les 3 lois que vous avez citées, je m'inscris en tout cas pleinement dedans, mais en détacher une par rapport aux autres, ça me paraît être hiérarchiser les choses d'une manière un peu surprenante. Voilà. Et on termine par ma question rituelle sur votre région de prédilection. Vous êtes né dans le Val-de-Marne à Thiers. Vous êtes député de la Moselle. Oui. Vous êtes d'origine italienne. Oui. Alors La Moselle. Balançou. Non, mais la Moselle, sans l'ombre d'un doute. Sans l'ombre d'un doute, c'est un département passionnant. Très beau d'ailleurs, j'invite les touristes à y aller parce que assez méconnu, riche d'une histoire sociale, industrielle, d'une histoire tout court d'ailleurs, avec différentes annexions et différentes dépendances. Et je crois avec quelque chose de social aujourd'hui très fort, ce qui fait qu'il y a une solidarité. Il y a un nombre d'associations en Moselle incroyable. Il y a encore des fanfares qu'on appelle des harmonies. Il n'y en a plus beaucoup dans les départements où les gens aiment se retrouver, faire de la musique. Ça vient du milieu ouvrier, ça vient de la sidérurgie. Non, vraiment la Moselle, sans l'ombre d'un doute. Et les agriculteurs de Moselle, est-ce que vous êtes allé les voir? Bien sûr, je suis allé les voir sur l'autoroute à Thionville lorsqu'ils faisaient un blocage et je suis allé leur apporter tout mon soutien parce qu'ils sont les victimes de 2 tendances terribles, la mondialisation et le libre-échange sans contrôle, et puis l'abandon de l'État. La facilité, dire bon l'agriculture finalement c'est le passé, on va se tourner vers d'autres domaines industriels et économiques et puis on va la laisser mourir tranquillement en gérant les soins palliatifs. Je crois que c'est très grave, c'est beaucoup plus essentiel que ça l'agriculture. Dans le mot agriculture, il y a culture, ça fait partie de notre identité. Et justement, on va en parler puisque la révolte agricole a marqué évidemment cette semaine, même si elle est en voie d'apaisement, on va en parler également. Regardez, elle faisait la une de notre presse quotidienne régionale, à la fois du côté de cette révolte et aussi de l'apaisement qui se profile à partir de ce vendredi. Voilà. Allez, la question cash va porter sur cette contestation rurale et c'est Jefferson. Fabrice, excusez-moi. Non. Voilà. Et moi, je vais parler de 3 lettres qu'on a beaucoup prononcées ces jours derniers. PAC, PAC, politique agricole commune. Le sujet est européen avec des conséquences françaises extrêmement importantes. Le Rassemblement national, il faudra vous nous reprécisiez votre positionnement par rapport à la PAC. Ce n'est pas toujours très clair dans l'esprit des gens. Alors ma question cash, c'est à qui, selon vous, profite la PAC aujourd'hui? Très bien. D'abord aux pays de l'Est et puis globalement aux pays étrangers. La PAC peut être une bonne chose, qu'il y ait une politique agricole commune, que chacun mette ses forces en commun, que chacun décide dans quel domaine il produit plus ou moins, qu'il y ait un accord, en tout cas, vers les prix et les pratiques, ça peut être une bonne chose. La PAC, telle qu'elle est aujourd'hui, qui nous coûte de l'argent, elle ne nous en rapporte pas, parce qu'il faut tordre... 9 milliards d'euros d'aide directe. Voilà, alors ça, c'est ce qu'on entend beaucoup à longueur de médias. C'est vrai qu'on reçoit 9 milliards, mais il faut savoir que globalement, pour le budget européen, on donne beaucoup plus qu'on ne reçoit. On ne reçoit à peu près que 75% de ce que l'on donne. Et donc il y a quelques milliards qui manquent et qu'on pourrait utiliser beaucoup mieux pour nos agriculteurs. La PAC d'aujourd'hui, elle a amené nos agriculteurs dans une économie surveillée, contrôlée et qui ne leur permet pas de vivre. Donc oui, il faut une PAC. Cette PAC-là, aujourd'hui, est excessivement décevante. Ça profite surtout aux pays de l'Est, c'est ce que vous venez de dire? En fait, ça profite aux pays émergents, aux pays qui avaient du retard. Vous savez, la France, elle a été très longtemps un exportateur net en produits agricoles. Elle l'est toujours d'ailleurs, 10 milliards par an. Mais si vous enlevez les vins et les spiritueux... Elle est toujours en Europe, oui, effectivement. Oui, si vous enlevez les vins et les spiritueux de la balance agricole extérieure... Là, vous enlevez toute la spécificité française, là, pardon, mais c'est un peu facile ce que vous faites. Alors, je me permets de terminer. Allez-y. Vous êtes en déficit de 15 milliards. Ça veut dire que hors vin et spiritueux, l'agriculture française est déficitaire. Ça veut dire
là où on était très fort quand même, le lait, les céréales, etc., on a créé nous-mêmes une concurrence. Et d'ailleurs, on est aujourd'hui en train de courir après l'Allemagne, qui il y a encore 15 ans n'était pas un pays essentiellement agricole. Donc la PAC, elle a permis aux pays émergents en matière d'agriculture de progresser, et malheureusement, par le jeu des vases communicants, elle a fait régresser le pouvoir d'achat. Je vous ai entendu déjà dire ça cette semaine, mais elle reste, même hors vin et spiritueux, elle reste excédentaire. Et non, ça a été vérifié. Alors, vos collègues de France Info, qu'on citait tout à l'heure, m'ont affirmé cette chose-là. Ils ont vérifié et il se trouve que j'avais raison. Des 5 milliards. On est bien déficitaire de 5 milliards, la France, hors vin et spiritueux, et on est excédentaire de 10 milliards, y compris les vins et spiritueux, au niveau mondial. C'est exactement ce que j'ai dit, et je le répète, et c'est tout à fait vérifiable. Alors revenons sur cette... Il y a d'ailleurs un rapport du Sénat, d'il y a, je crois, 2 ans, qui dit exactement cela. Alors revenons sur cette colère agricole, comme je le disais, qui est en voie de se calmer. Les 400 milliards posés sur la table par le gouvernement, est-ce assez, est-ce suffisant? Alors 400 milliards, ça me paraît beaucoup. 1 million, pardon. 400 millions. En fait, il y a 2 choses. Il y a des crises conjoncturelles. Emboursement d'emprunts, justement les allocations de la PAC qui ne tombent pas. Ça, ce sont des problèmes de gestion qui enquiquinent la vie de nos agriculteurs et qui sont, en tout cas nous promet le gouvernement, en passe d'être réglés par ces enveloppes. Je vais vous dire, ça va plutôt dans le bon sens. En revanche, ça ne règle pas le problème de fond. Le problème de fond, c'est quoi? C'est qu'on a mis nos agriculteurs face à une concurrence totalement déloyale. On leur impose des normes, beaucoup de normes, probablement trop de normes, qu'on n'impose pas aux pays qui importent en France. Et donc, dans votre supermarché, dans votre marché, vous pouvez avoir sur le même rayon un produit français qui respecte des normes qui coûtent très cher aux agriculteurs, notamment des normes sociales, et juste à côté, un produit qui vient du bout du monde, qui aura pollué, du coup, à cause de son transport, énormément la planète, et qui, lui, est à moitié prix. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas eu les mêmes restrictions, qu'ils ont pu produire de manière beaucoup plus intensive, notamment grâce à un certain nombre de pesticides ou de matières qui nous sont interdites. Et donc, on ne peut pas laisser nos agriculteurs dans cette situation. Or, pour l'instant, là-dessus, il n'y a rien. Alors, il y a les belles promesses d'Emmanuel Macron, qui va demander, comme un gentil garçon qui lève le doigt au fond de la classe, à l'Europe de lui accorder ça. Mais jamais ça lui sera accordé, parce que d'autres pays ne sont pas d'accord, parce que ce n'est pas la philosophie de Mme von der Leyen. Donc, il ne faut pas qu'il mente aux agriculteurs. Faire croire que les clauses miroirs seront systématiquement appliquées, c'est-à-dire que les mêmes règles s'appliqueront aux produits importés qu'aux produits français, c'est mentir aux agriculteurs. Je pense qu'aujourd'hui, ils ont besoin de franchise et de clarté, pas de mensonges. Dans ces conditions, on fait comment? Qu'est-ce que vous leur proposez? Parce que vous êtes dans la critique, vous surfez d'ailleurs sur toutes les colères. C'est assez confortable dans cette position-là, que ce soit sur l'immigration ou sur la crise agricole. Mais en termes de propositions, vous dites quoi aux agriculteurs? Parce que là, ils ont une enveloppe financière, vous l'avez dit. Il y a quand même une grosse mesure environnementale avec la mise sur pause du plan Éco-Phyto, justement pour alléger le côté normatif des choses. Ce qui pose un problème sur l'environnement, parce que là, la promesse environnementale du quinquennat écologique vient de tomber. En tout cas, vous proposez quoi? Alors, d'abord, vous dites que c'est une situation de confort et qu'on surfe. Je vais vous dire, étant député, je n'ai pas le temps de faire du surf et je ne suis pas habitué au confort. Je pense qu'il faut sortir des caricatures. Vous savez, nous, on dit des choses bien avant cette crise agricole, on les dit depuis très longtemps, notamment sur les traités de libre-échange. Je vous amène, pareil, à regarder les positions de vote des groupes au Parlement européen. Il y a un groupe qui, systématiquement, a voté contre les traités de libre-échange. C'est le Rassemblement national. Pourquoi? C'est pas qu'on est contre les échanges mondiaux, évidemment non. Enfin, vous parliez du vin et des spiritueux. Si vous leur fermez la route de l'exportation, Laurent Jacobelli, je pense qu'ils vont venir justement, dans votre permanence. Si vous me laissez terminer, je vous laisse terminer. Et c'est normal d'ailleurs dans votre région que vous défendiez ça, mais vous avez bien raison de le dire. Je vous l'accorde. Mais vous avez bien raison de le dire, c'est pour ça que ça s'appelle extra-local. Excellent vin. Non, mais vous ne dites pas que vous êtes contre les traités de libre-échange. Alors, exactement. Ce que l'on dit, c'est que quand on se met d'accord pour échanger, on doit respecter exactement les mêmes règles. Si vous interdisez un pesticide à un agriculteur français, il faut que le produit qui vient d'Amérique du Sud, qui vient du Canada, qui vient de Nouvelle-Zélande, respecte la même interdiction. Sinon, vous tirez une balle dans le pied de nos agriculteurs. Ça, c'est une proposition que l'on fait, faire un moratoire aujourd'hui sur les traités de libre-échange tant qu'ils ne sont pas à niveau. Une autre mesure que nous proposons avec Jordan Bardella et Marine Le Pen, c'est de ne pas prendre de droit de succession sur les transmissions des entreprises agricoles, sous la condition que le nouvel exploitant l'exploite pendant au moins 10 ans. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'agriculteurs qui aimeraient, malgré ces
c'est pas déjà le cas de transmission de l'outil? Non, il y a des dégrèvements qui existent selon des paliers. D'ailleurs, ce palier a été un peu abaissé par M. Attal. Nous, on propose l'exonération totale. Pourquoi? Parce que sinon, on va encore baisser le nombre d'exploitations. Elles ont baissé de 100 000 en 10 ans. Un agriculteur sur deux sera à la retraite dans 10 ans. Et donc, c'est l'avenir de notre agriculture. Il y a une urgence agricole aujourd'hui. Et donc, il faut des mesures d'urgence qu'on n'a pas entendues ni de la part de M. Attal, ni du président de la République. Pour le président de la République, vous êtes d'accord avec lui donc sur le Mercosur? Je dois avouer que j'ai beaucoup ri hier en le regardant. C'est-à-dire que ce même président de la République qui nous explique que depuis qu'il est élu, et même depuis qu'il est candidat, qu'au Rassemblement national, on veut ériger des murs autour de la France, qu'on n'a rien compris au libre-échange, que nous sommes trop franchouillards, repliés sur nous-mêmes, emploie aujourd'hui le même discours. La différence entre lui et nous, c'est que nous, on le fera. Parce que lui, il est attaché au dogme européiste. Il fera toujours passer l'Europe avant la France. D'ailleurs, remarquez, il parle de souveraineté. Il ne parle pas de souveraineté française, il parle de souveraineté européenne. Parce que pour lui, qu'on mange des tomates espagnoles et des céréales polonaises, pour lui, c'est de la souveraineté européenne, pas pour nous. Nous voulons que nos agriculteurs puissent vivre de leur travail et puissent nourrir les Français par des produits de très bonne qualité. Ségolène Royal les trouve vraiment pas bonnes, les tomates espagnoles. Vous avez le même goût? Je crois qu'elle n'a pas complètement tort. Je pense qu'effectivement, on a des produits beaucoup plus savoureux en France. C'est lié au mode de production, un peu moins intensif d'ailleurs. Mais c'est vrai que parfois, les produits importés n'ont pas exactement le même goût. Je pense que ça dépend un peu de l'origine et aussi un peu du prix. Il y a quand même des tomates espagnoles, quand on y met le prix, qui peuvent avoir à peu près autant de goût que la tomate française, qui reste la meilleure au monde. Donc souveraineté française plutôt que de souveraineté européenne? Mais c'est une évidence. Parce que souveraineté européenne, ça veut dire quoi? Ça veut dire justement que les produits espagnols, produits dans d'autres conditions que les nôtres, viendront sur le marché français tout à fait librement. Et donc on pourra dire qu'on est souverain, alors qu'on n'aura plus d'agriculteurs. Laurent Jacobelli, le président parlait des fraises locales d'ailleurs. Comment vous faites cette souveraineté française dans le cadre d'une Union européenne? Parce que vous avez une tête de liste, Jordan Bardella, qui est candidat à l'élection européenne. Il commence à y avoir quelques projections d'ailleurs, parce qu'il y a des poussées populistes très fortes en Europe. Mais si jamais on avait une coalition droite, extrême droite, qui prenait le pouvoir au Parlement européen, c'est une projection, ce serait une première. Oui. Vous dites comment dans cette coalition-là? Vous dites aux Italiens, votre question immigratoire, vous la gardez, vous venez pas chez nous. Et vous vos dites tomates, aux Espagnols, vos tomates, vous les gardez. Et puis vous pensez que... Qu'est-ce que vous dites à ceux qui seraient vos partenaires? Vous leur direz, débrouillez-vous, laissez-nous tranquilles. Ce serait une façon de faire. Nos partenaires prônent aussi la souveraineté nationale dans leur propre pays. Enfin, les Italiens ont découvert les vertus de l'Europe. Laissez-moi juste terminer ma phrase, ce sera plus simple quand même pour se comprendre. Ils pourront comprendre très bien ce qu'on dit. Nous, ce qu'on dit, c'est très simple. Il y a aujourd'hui une commande publique. Cette commande publique, elle doit être faite en priorité en commande nationale, et même si possible locale. Moi, je suis dans une région, le Grand Est, où dans les lycées, il n'y a que 12% dans les cantines de produits locaux. 12%. Donc, quand on est à ce niveau-là, croyez-moi, il y a une marge en termes de souveraineté nationale. Donc, la commande publique va aux entreprises agricoles françaises. Ça me paraît être une règle de base. Quand on interdit un pesticide en France, par exemple, eh bien, il faut que les produits de nos amis européens qui arrivent en France subissent la même interdiction. Il y a 489 substances autorisées aujourd'hui pour aider l'agriculture. En France, on a le droit d'en utiliser que 300. Dans d'autres pays, on est beaucoup plus proche des 489. Vous voyez, l'Europe, on nous force à commercer ensemble, mais pas avec les mêmes règles. Ça ne peut pas marcher. C'est vraiment une question de bon sens. Allez, on va continuer à parler de ça, mais avant, Territoire Hebdo, notre actualité, tour d'actualité des régions vues par Roselyne Pagès. Regardons. Moi, je vous demande qu'une chose, c'est de nous faire confiance. Il y a des tracteurs qui bougent partout. Belgique, Italie, on a des départements du sud de la France qui remontent vers Paris. Mais faites-nous confiance. C'était la semaine capitale. Encercler Paris à tout prix. Sur des barrages, les agriculteurs avaient pris leur quartier, quitte à emprunter des chemins de traverse pour éviter les blindés aux abords du marché de Rungis, placés sous haute surveillance. Parmi eux, les viticulteurs girondins. Quelques jours plus tôt, comme un air de déjà-vu, blocage et bras zéro au rond-point de Langon, ambiance gilet jaune pour les producteurs de rouge. Moi, je me suis installé en 2012. On vendait le vin à peu près 1 000 € le tonneau. On a acheté un tracteur pour 40 000 € et aujourd'hui, un tracteur, ça vaut 80 000 € et le vin, il se vend à 650 et 700 € le tonneau.
Ce mercredi, le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, leur a promis une prime d'arrachage de vignes de 150 millions d'euros. D'un cortège à l'autre, les taxis sont eux aussi sur le pont. Opération escargot à Tours pour contester la nouvelle convention d'assurance maladie régulant le transport de patients. Ce qu'on demande, et ce que demandent tous les taxis de France, c'est de pouvoir revenir autour de la table des négociations afin de faire comme tous les 5 ans et comme la dernière convention, négocier entre adultes et puis sans se voir imposer quelque chose qui est considéré un petit peu dans la profession un peu comme un 49-3, quoi. Même revendication à Bordeaux, aux abords du stade. Venus de toute la Nouvelle-Aquitaine, 1 millier de chauffeurs qui redoutent les pertes financières et que la loi ne les contraigne au covoiturage de patients. On ne sait pas où on va, on a bientôt peur de ne plus pouvoir vivre correctement de notre métier. On a des patients qui nous appellent tous les jours, on ne sait pas dans quelles conditions on va pouvoir les transporter. Donc voilà, à force de ne pas avoir d'écoute, on est obligé de faire des blocages comme aujourd'hui. Eux aussi ont donné de la voix. Presque une action de classe dans cette école publique près de Guingamp. Les enfants de Plouisy ont uni leur voix à celle de leurs parents pour refuser d'expérimenter la tenue unique. Nous sommes contre l'uniforme car nous savons pertinemment que cela ne permettra jamais de faire disparaître les inégalités, les discriminations et le harcèlement. Je veux garder ces vêtements parce que je les aime, mes vêtements. Et j'ai pas envie de les enlever et porter tous les jours les mêmes vêtements. Face à la contestation, le maire de la commune a dû abandonner le projet. Ça nous permet de garder en mémoire, de voir comment ça fonctionne ici à Plouisy, comment ça fonctionne avec le Parti Renaissance d'une façon générale. C'est-à-dire que ça se décide en haut et puis on impose en bas. Une centaine d'écoles sont concernées par l'expérimentation de l'uniforme qui devrait être généralisée en 2026 si le test s'avère concluant. Une réaction à l'un des sujets, Laurent Jacobelli ? Oui, sur l'uniforme. Ah, sur l'uniforme. Parce que c'est quelque chose que nos députés, nous avions présenté, les députés du RN, à l'Assemblée nationale. Alors là encore, sous les colibets. Et puis quelques mois après, Gabriel Attal voulait le mettre en place. C'est marrant comment ce gouvernement fonctionne à l'ère du temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, évidemment, nos idées sont populaires. Je crois que les sondages le montrent. Les Français nous font confiance. Et bien petit à petit, le gouvernement essaye de parler comme nous. Alors après, avec des actions un peu maladroites, parce que c'est pas leur inclinaison naturelle. Et puis avec beaucoup de mensonges, mais voilà encore un thème que nous avions mis au cœur du débat, comme l'immigration hier, comme l'agriculture avant-hier aussi. Mais vous êtes content qu'ils viennent piocher chez vous ? Mais vous savez, nous, ce que nous voulons, c'est que nos idées soient adoptées, parce que nous pensons que ce sont les bonnes et que ce sont celles qui peuvent à nouveau donner un avenir à notre pays. Je pense que nous les incarnerons mieux, nous les incarnerons mieux, parce que je doute de la sincérité du président de la République et de son équipe, pour être honnête. Quand vous dites ça, Laurent Jacobelli, sur la loi immigration, Marine Le Pen revendique une victoire idéologique, pardon. Oui. On parlait d'environnement, il revendique une victoire idéologique, et dans le même temps, on dit que c'est un tout petit pas. Bon. Alors, je vais vous expliquer. C'est quoi? Voilà, on fait passer le message, mais non, je vais vous expliquer. Il y a quelque chose qui est contradictoire. Quand les équipes d'Emmanuel Macron parlent de priorité nationale, mettent en place des choses que l'on a proposées, essayent de mettre en place des choses qu'on a proposées depuis 15 ans, oui, c'est une victoire idéologique, parce qu'il y a encore un an, rappelez-vous, quand on prononçait le mot de priorité nationale, y compris sur les plateaux, on se faisait qualifier de nom d'oiseau. Donc c'est une victoire idéologique. En revanche, il y a derrière une grande mascarade. Le président de la République a joué avec le Conseil constitutionnel et le gouvernement. Ils ont fait adopter des chapitres de la loi en sachant qu'ils allaient être dézingués juste après. Ce qu'ils font d'ailleurs aujourd'hui avec les agriculteurs. Ils font des grandes promesses sur les traités de libre-échange en chassant très bien que l'Europe ne les laissera pas faire derrière. Donc ils ont le rôle du gentil, ils laissent le rôle du méchant à d'autres. C'est-à-dire qu'ils parlent comme nous, mais qu'ils agissent traditionnellement si le Conseil constitutionnel pose un problème, ça va devenir compliqué. Vous avez quand même des ambitions pour 2027. Si celui qui dit le droit, qui garantit la législation, qui garantit ces règles-là, ça vous pose un problème? Le Conseil constitutionnel qui dit le droit, ça ne nous pose évidemment aucun problème et ça nous paraît ne pas devoir être contesté. Le Conseil constitutionnel qui fait de la politique, là pour le coup c'est plus gênant. Quand vous avez un président du Conseil constitutionnel qui va s'expliquer sur les plateaux de télévision, quand vous avez un Conseil constitutionnel qui explique que le délit de séjour illégal lié à l'immigration n'a aucun rapport avec l'immigration, je crois qu'on est sorti du champ du droit pour entrer dans celui de la politique. Le problème c'est Laurent Fabius?
Écoutez, c'est lui faire beaucoup d'honneur. Non, je pense que... vous venez de le citer. Oui, je viens de le citer, parce que je pense que si les Français avaient voulu continuer avec Laurent Fabius, ils lui l'auraient dit. Je pense qu'ils lui ont envoyé le message inverse. Donc je pense qu'il n'est pas là pour faire de la politique. Il est président du Conseil constitutionnel et il doit respecter ce rôle, ainsi que tous les juges du Conseil constitutionnel. Peut-être que le mode de désignation explique parfois un profil un peu politisé. Mais il faut dire qu'il y a eu un jeu trouble entre le gouvernement et le Conseil constitutionnel qui s'est refilé la patate chaude avec un gouvernement... D'ailleurs, le ministre de l'Intérieur l'a quasiment avoué à l'Assemblée nationale, qui, pour faire plaisir à des oppositions, fait passer un certain nombre de mesures en se disant n'importe comment, le Conseil constitutionnel aura pour feuille de route de les supprimer. Ça peut créer le trouble quand même, sans remettre en cause l'utilité et la nécessité du Conseil constitutionnel. Alors, on parlait tout à l'heure de l'uniforme. On entend quand même que l'autorité est au cœur du discours gouvernemental, notamment au cœur du discours de déclaration de politique générale de Gabriel Attal. Je vous propose d'écouter cet extrait, on en reparle. Dès le plus jeune âge, il faut en revenir à un principe clair. Tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies, tu défies l'autorité, on t'apprend à la respecter. Et voilà, c'est quand même assez ferme. Fabrice. Tu casses, tu répares. En quoi divergez-vous, en fait, avec le Premier sur ministre? cette phrase, absolument pas. Mieux vaut prévenir que guérir. Le retour de l'autorité à l'école, c'est une évidence. Le recours du respect du professeur et de l'instituteur, c'est une évidence. Pareil, on le dit depuis très longtemps. Moi, j'ai toujours un problème avec... non pas le message, mais l'émetteur du message. Parce que ça vient d'un gouvernement dont le gouvernement d'avant avait nommé M. Papendiaï, ministre de l'Éducation nationale, un wokiste notoire. Il a le droit de l'être, mais enfin, ça ne me paraît pas compatible avec l'idée de l'autorité c'est pas possible de lui faire ce procès à Gabriel Attal. Sur le sujet, il est quand même assez... Je vous dis que le problème de la Macronie, c'est qu'il parle comme les Français veulent qu'il parle, mais ils agissent à leur propre guise. C'est le problème sur l'éducation, c'est le problème, on vient de le voir aussi, sur l'agriculture. Ne croyez pas que c'est Emmanuel Macron qui va remettre à plat les traités de libre-échange. Sa majorité les a tous votés en applaudissant et en expliquant à nos paysans qu'ils devraient bien s'adapter au renouveau écologique et à la concurrence mondiale. Donc quand on change d'avis du jour au lendemain sous la pression populaire, on peut douter de la sincérité de ceux qui changent d'avis. Et c'est le cas aujourd'hui pour M. Attal et M. Le Président de la République. Alors, une dernière question plus féminine. Dernière question, de mœurs. Vous connaissez la phrase de Simone Veil, il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Quelle est la position du Rassemblement national sur la constitutionnalité ou pas de l'IVG? Est-ce qu'on la place dans la Constitution, à votre avis? Alors, c'est fait, on a voté, mais nous, notre position, elle est très claire. La loi Veil doit être évidemment maintenue, elle correspond bien à la question, aux problèmes que rencontrent certaines femmes, et il n'est pas question de la remettre en cause. D'ailleurs, je crois qu'aucun groupe à l'Assemblée nationale, ni même au Sénat, ne remette en cause la loi Veil. La question de la constitutionnalisation, c'est autre chose. Était-ce vraiment nécessaire, dans la mesure où cette loi n'est aujourd'hui pas contestée? Ça nous a été Mais elle n'est pas proposé. contestée aujourd'hui, elle peut l'être demain, et c'est peut-être ça qui peut la protéger. En tout cas, je ne vois pas par qui elle le serait. On n'est pas aux États-Unis d'Amérique, parce que je vois bien la transposition qui est faite. Aujourd'hui, une fois encore, dans les groupes politiques... Mais aux États-Unis, ils l'ont peut-être pas vu arriver non plus. Dans les groupes politiques qui sont présents et qui comptent dans la vie politique, aucun ne le demande. Il nous a été proposé de la constitutionnaliser, l'Assemblée l'a voté. Majorité de députés du Rassemblement national ont voté cette constitutionnalisation. Voilà, c'est garantie supplémentaire. Sur le sujet, vous êtes plus partagé quand même. Oui. Alors, dès qu'il est question, nous, c'est la force de notre groupe, c'est qu'on est en général assez unis, mais sur les questions sociales et sociétales, il y a une liberté individuelle, parce que chacun, avec son parcours, peut pouvoir s'exprimer. Mais en tout cas, en tant que programme politique du Rassemblement national, la loi Veil doit être maintenue de manière claire et définitive. Il n'y a pas d'ambiguïté sur ce sujet. Et vous-même, vous l'avez voté, je crois. Moi, je l'ai voté, oui. Merci beaucoup, Laurent Jacobelli. On va continuer à parler notamment du mouvement agricole avec notre deuxième invité, Véronique Le Floch, présidente de la coordination rurale. C'est tout de suite après le jingle. Voilà, et avant de recevoir notre deuxième invité, retour sur cette semaine de contestation historique du monde agricole en voie d'apaisement. Regardez. Sur cette palette, des boîtes de lait concentré, déchargées depuis un transporteur directement au bord de la route. Le chargement, intercepté par une poignée d'agriculteurs, n'atteindra pas sa destination. La raison ?
sa provenance. Ça, c'est du lait concentré, donc fabriqué aux Pays-Bas et à partir de lait qui vient des Pays-Bas. Je pense qu'on a assez de lait en France pour produire du lait concentré en France avec du lait français, quoi. Une saisie par la suite donnée au Secours populaire de la Somme. Depuis ce matin, les camions sont à l'arrêt. Les agriculteurs et leurs engins continuent de faire bloc. Aucun camion qui rentre, aucun camion qui sort. Donc ceux qui sont à l'intérieur de leurs locaux, eh ben, ils vont pouvoir appeler la benne pour décharger. Ou alors si c'est pas foutu, on va peut-être aller vers les Restos du Cœur et l'offrir aux Restos du Cœur. Au total, une trentaine de tracteurs empêchent l'accès au site. On a vu des camions espagnols qui transportaient du poisson. Et, on a vu aussi également des transporteurs qui livraient des plateformes avec énormément de produits étrangers pour les fruits et légumes. Il faut qu'ils s'aperçoivent qu'on ne peut pas continuer à faire fonctionner nos filières comme ça, on n'en vivra pas. Il faudra être efficace, mais ça ne se fera pas en un jour, mais il faut vraiment qu'ils prennent conscience qu'on est en danger. Les véhicules sont bloqués une dizaine de minutes toutes les heures avant de passer au compte-gouttes. Une circulation altérée sur un rond-point stratégique particulièrement fréquenté par les poids lourds. C'est important de maintenir la pression dans le respect des biens, des personnes, voilà, et de garder le dialogue. C'est-à-dire qu'il y a un règlement européen et la France en rajoute toujours un petit peu et ça, il faut que ça cesse. Il y a plein de normes. Par exemple, on implante des haies. On veut implanter des haies dans les exploitations. En fait, c'est que des incohérences au final, puisque implanter des haies, c'est très bien et je crois qu'énormément d'agriculteurs seraient prêts à le faire. Sauf qu'aujourd'hui, il y a 17 normes qui régissent la manière d'entretenir une haie. C'est important parce qu'il faut se soutenir. Il faut que toutes les personnes de notre métier se soutiennent. C'est en étant présent sur le terrain que les politiques verront qu'on est déterminé et qu'on lâchera rien. On est déterminé, on lâchera rien. Dernière phrase de cette agricultrice. Bonjour Véronique Le Floch, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes donc la présidente de la coordination rurale et productrice de lait bio, vous-même. Alors je vous présente les 3 journalistes qui vont vous interroger, qui viennent de 2 régions. Et chacun d'eux va vous poser une question du questionnaire de Proust. C'est notre habitude ici, notre tradition. Jefferson Desport, qui représente Sud-Ouest, vous pose la première question. Alors, on va pas parler de la coordination rurale 47 du Lot-et-Garonne que vous connaissez par cœur, qui a été très active dans ce mouvement. Simplement, Véronique Le Floch, une figure politique, quelqu'un qui vous inspire. Voilà, le champ est large. Quelqu'un qui m'inspire, alors, je dirais Jacques Legnaud. Jacques Legnaud, le fondateur de la coordination rurale, un avant-gardiste, un agriculteur de terrain comme moi, du cru, franc, simple, intègre. Et avec la volonté d'accomplir quelque chose avant de passer le relais. Donc c'est aussi la mission que je me suis donnée, d'essayer de faire progresser l'agriculture pour avoir le modèle qui sera celui qui permet aux jeunes de s'installer, à ceux qui, comme moi, s'approchent de la retraite, de partir, et puis d'avoir une génération qui travaillera dans de bonnes conditions, avec de bons revenus, et qui sera vraiment à cultiver l'indépendance pour récolter la liberté. Deuxième question avec Claire Stenlen du Télégramme qui représente votre région, la Bretagne. Claire. Exactement. Je sais que vous êtes productrice de lait dans le pays des Abers en Bretagne, que vous avez vécu au Canada. Vous, la voyageuse, quel pays vous metteriez en avant? Eh bien, je vais être chauvine, je vais dire la Bretagne. Je suis quelqu'un. C'est la France, c'est un pays. Donc voilà, la Bretagne est bien un pays. C'est confirmé. Voilà. En fait, la Bretagne, c'est le pur beurre, c'est le terroir. Un mauvais équilibre, puisque aujourd'hui, l'industrie agroalimentaire, qui était à pied égal avec nous autres agriculteurs il y a 50 ans, a aujourd'hui pris le devant. En termes de chiffre d'affaires, c'est 3 fois plus que nous, le maillon agriculture en Bretagne. Et donc, un vrai combat pour les élus de la coordination rurale pour rééquilibrer les balances et que la valeur soit toujours créée par l'agroalimentaire, mais surtout aussi dans nos fermes. Troisième question du questionnaire de Proust, proposé par Fabrice Vesseredon, qui représente Ebra et le Grand Est. Et moi, j'ai une question très précise pour l'agricultrice en particulier. J'aimerais savoir, dans votre quotidien, quel est votre outil préféré? Le détester, celui que je déteste le plus, c'est mon téléphone parce qu'il me harcèle en permanence. Mais c'est pas propre aux agriculteurs, ça. Ça, c'est clair. Eh bien... C'était préféré, là. Hein. Outil préféré. Donc là, c'était le plus détesté. C'est mon ordinateur et les chiffres.
décrypter les chiffres, essayer d'illustrer le pourquoi, comprendre le comment. Et là, ça a des formations professionnelles en tant qu'ancienne banquière. Ancienne banquière, oui, vous étiez. Ce sont les chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Et si on s'était appuyé depuis longtemps sur les balances commerciales à partir des chiffres, si lors des Egalim, lorsque nous avons voulu construire tous les plans de filière, nous étions appuyés sur justement ces balances commerciales, nous aurions su rééquilibrer toutes les filières déficitaires, les pâtes, les farines, alors même que nous sommes excédentaires en céréales, les tomates et différents secteurs d'activité pris les uns après les autres. On entend que l'agriculture aujourd'hui, ce sont des chiffres. Ça en dit très long, cette réponse en dit très long sur ce que l'agriculture a changé. Cette réponse dit beaucoup de choses sur ce que en quoi l'agriculture a changé. Alors c'est ma réponse, mais justement, je sais qu'une autre personne, un autre agriculteur aurait certainement parlé d'un outil professionnel ou de nos fermes. Je suis très peu sur le tracteur, je suis avec mes vaches. Mes vaches, c'est plutôt une compagnie, c'est pas un outil, donc... Vous avez cité le tracteur. Je le laisse aux autres. On les a beaucoup vus. On les a vus, les tracteurs. Oui, aussi, tout à fait. Voilà, ils sont indissociables de votre activité. Voilà, mais je pense que quand on est une femme, une mère de famille, et qu'on doit en plus faire du syndicalisme, le temps, il est déjà bien occupé. Bon, je termine en général par votre région de prédilection, on l'a entendu, c'est la Bretagne, plus particulièrement Finistère. Voilà, bon, tout est dit. Bretonne pur beurre. Allez, on parle de la révolte agricole qui s'apaise ce vendredi, qui était à la une de toute la presse quotidienne régionale, que ce soit la révolte et aujourd'hui cette pacification avec le plan Attal qui propose une enveloppe de 400 millions et non milliards, comme je disais tout à l'heure. Ça aurait été encore mieux, trop beau pour être vrai. Voilà, et je passe la main à Jefferson des Sports pour la question cash en rapport avec... Oui, Véronique Le Floch, une des mesures annoncées hier, c'est la mise sur pause du plan Éco-Phyto. Ça a fait beaucoup réagir, notamment chez les défenseurs de l'environnement qui voient la promesse du quinquennat Macron, ma politique sur écologique, où ne sera pas totalement torpillée, coulée. Comment vous réagissez à ça? C'était une attente, parce que les agriculteurs, on oublie souvent de le dire, sont quand même les premiers au contact de ces produits-là. Alors, les agriculteurs sont aussi les premiers écologistes de France, puisqu'ils font de l'écologie appliquée. Vous faites référence au plan stratégie Éco-Phyto 2030, un rapport qui nous a été présenté dernièrement, qui fait 60 pages. Et j'ai loupé le vote, mais en tout cas, la coordination rurale aurait voté contre, parce que ce plan va trop loin, ce plan qui prévoit que tous les agriculteurs, à partir du 1er janvier 2026, doivent noter de façon informatique et instantanée toute intervention, ce qui aujourd'hui est compliqué pour nous autres agriculteurs, sachant qu'on est beaucoup en zone blanche. Ensuite, c'est du travail en plus, c'est ce que vous dites. C'est du travail en plus, mais dans cette stratégie Éco-Phyto de 2030, vous avez aussi une atteinte aux biens des agriculteurs par rapport au foncier, où il est prévu dans les textes qu'il serait possible de préempter sur le foncier. Les zones Natura 2000 sont très contraintes aussi. Donc, à un moment où, en tant qu'agriculteur, vous pouvez être propriétaire, mais vous pouvez aussi être locataire, vous payez des loyers, et si vous ne pouvez pas user de votre bien sans compensation aucune, ou sans discussion aucune, ça a ses limites, donc ça n'est pas abouti encore. En tout cas, ce plan visait à réduire de moitié l'usage le recours aux pesticides, aux insecticides, aux produits phytosanitaires. Est-ce que l'environnement vient de perdre quelque chose là? Alors, ce n'est pas une perte, parce que de toute manière, avec de telles mesures qui sont aussi abandonnées dans le cadre du Green Deal, on sait très bien qu'il valide le fait aujourd'hui qu'il faille des solutions avant même d'éliminer des substances. Et je dirais même, comme on le dit à la coordination rurale, quand on trouve les solutions, il faut une élimination progressive pour justement avoir des alternatives et alterner les produits. Alors, on voit en ce moment quand même que les barrages se lèvent. Est-ce que les mesures proposées par le gouvernement sonnent le glas de la contestation? La messe est dite?
Non, la messe n'est pas dite, ça se poursuit parce que maintenant chaque département doit se retourner vers ses préfets pour justement discuter tous les décrets, toutes les mesures de simplification. Donc il y a énormément de travail à faire. Mais vous avez appelé quand même au retour, à lever des barrages au retour chez vous. Alors on a dit aux agriculteurs qui justement étaient sur le terrain depuis déjà certains 10 jours d'aller se reposer, de suspendre le mouvement parce qu'on ne doit pas attendre qu'il y ait des débordements ou des accidents en lien avec la fatigue. Et vous avez dit il n'ira pas plus loin en parlant d'Attal. Pardon ? Et vous avez dit il n'ira pas plus loin. Fait. On a eu. Alors on va lui écrire. Là, il y a des points sur lesquels il manque de précision. Par exemple, sur les mesures de trésorerie, on n'a pas entendu parler d'année blanche alors que c'était une de nos demandes et c'est une demande attendue du terrain. Par rapport aux 2 milliards qui est un cautionnement de prêts de l'État. Comme on lui a dit, pourtant, en sa présence, ça a déjà existé avec un plan de 1 milliard d'euros dans le GPI, le Grand Plan d'Investissement en 2017, à travers lequel il devait cautionner les prêts des jeunes à l'installation. Et les banques devaient passer par la BPI. Or, ça ne se faisait pas. Donc, chacun des jeunes qui s'installaient n'avait pas cette couverture de l'État. Donc, on peut s'attendre ici que ça ne marche pas encore. Donc, ce sont des précisions que... Est-ce que vous craignez que les guichets seront bien ouverts pour toucher les aides à partir de lundi déjà sur la MAH, maladie hémorragique épisodique, dont on parle beaucoup en ce moment? Est-ce que ça va être le cas? Est-ce que ça va être le cas aussi pour les aides de la PAC à partir du 15 mars? Alors, c'est un engagement de leur part, tout comme on leur a demandé. Si chacune des enveloppes qui a été annoncée était insuffisante, on nous a donné la garantie qu'elle serait abondée. Parce que, par exemple, pour le bio, ils ont annoncé 50 millions d'euros, sachant que la FNAB, qui est la Fédération nationale de l'agriculture biologique, annonçait, selon ses calculs, qu'il manquait 250 millions. Oui, c'est pas beaucoup, 50 millions. Donc, il faut savoir que si l'enveloppe est insuffisante, est-ce qu'elle va être abondée? La MHE n'est pas finie non plus. Est-ce qu'elle prévoit l'extension et est-ce que l'enveloppe sera aussi elle-même étendue? On a aussi demandé, pour les nouvelles exploitations qui seraient touchées par des maladies, qu'un acompte puisse être versé. C'est le Covid de la vache, en fait. C'est la maladie hémorragique qui touche le sud-ouest. Alors, vous avez la sensation d'avoir été entendu ou vous dites on attend de voir avant de crier victoire? Alors, sur les aspects trésorerie, très court terme, les annonces correspondent en partie à nos attentes. Il s'agit de points de précision. Maintenant, sur du long terme, il faut des prix pour faire justement du revenu et avoir en permanence de la trésorerie. Egalim. Alors, Egalim, justement. La coordination rurale a toujours dit que ça ne marchait pas. Donc, en se basant... Ça n'a jamais été appliqué, vraiment. C'est pour ça qu'on a eu Egalim 1, Egalim 2. Sauf que certains disent que première et deuxième année, ça a marché. Sauf que moi, quand je leur réponds, si vous mettez en indice 100 les indices de coûts de production et les indices de prix à la production, les deux ont évolué de la même manière. Donc ça n'a rien fait. Il n'y a pas d'effet Egalim. Aujourd'hui, ce que je dis souvent, c'est qu'on oublie que les produits qui sortent de nos exploitations vont pour un tiers seulement dans la distribution. Il reste un tiers à l'export et un tiers pour les autres débouchés, que ce soit la cosmétique, la restauration collective. Donc, on ne peut pas s'attendre à ce que Egalim, même avec tous les contrôles, finisse par marcher. Donc on fait quoi alors? Eh bien écoutez, nous, ce qu'on dit, qui nous paye? Ce sont les industriels, ce sont les coopératives. On parle souvent de concentration au niveau de la distribution, mais on a aussi une concentration au niveau des industriels. Vous regardez la volaille, c'est pratiquement un oligopole, tout se rapproche ou se raccroche de près ou de loin à LDC. LDC qui est une multinationale qui intervient sur tous les continents, sur tous les pays, qui vient d'acheter encore, fin d'année dernière, le numéro 1 de la volaille en Pologne. Et on sait très bien que par les jeux des écritures et les transactions intra-filières, il y a une possibilité de délocaliser le résultat. Et nous, c'est là, à ce niveau-là, qu'il nous faudrait du contrôle de résultat. Tout comme au niveau des coopératives, avec les coopératives qui sont aujourd'hui structurées comme des sociétés privées, avec les holdings desquels dépendent les filiales. Donc les filiales versent leurs dividendes aux holdings et ça ne redescend pas aux agriculteurs. On entend la banquière qui parle. Jefferson, vous avez une question peut-être sur les centrales d'achat européennes? Oui, parce qu'on a vu, vous parlez du prix, mais on a vu aussi des centrales d'achat sortir de France pour faire des achats et faire ce tour de passe-passe qui, à la fin, fait baisser les prix. Sur le prix, vous attendez quoi? C'est que le consommateur doit s'en saisir lui aussi en bout de chaîne? Vous attendez un réflexe, on va dire, du patriotisme de consommation? Acheter français, manger français, c'est ce que vous dites? Quitte à le payer plus cher, alors qu'en période d'inflation, ce qui fait la vérité, c'est le prix.
Disons que justement, nous, on veut chercher la valeur là où elle est créée et où elle se partage entre l'industriel et le distributeur. Si vous prenez un litre de lait qu'on payait il y a 3 ans 70 centimes, qui aujourd'hui est à 1 euro, voire plus, dans ces 30 centimes, l'agriculteur n'a touché que 7 centimes. Ça veut bien dire que les 2 autres maillons en ont pris plus que nous. Donc, avant d'aller demander aux consommateurs, même si la coordination rurale va adresser un courrier dès aujourd'hui ou demain à l'ensemble des associations qui représentent les consommateurs, un message de remerciement par rapport à tous les soutiens qui ont été apportés aux agriculteurs sur les bords des routes, tous les dons qui ont pu être faits sous forme de fûts de bière pour certains, de marchandises alimentaires pour d'autres. Franchement, ils ont été à nos côtés. On n'était pas là pour les perturber, mais pour les sensibiliser justement à l'intérêt de maintenir des agriculteurs sur le territoire. On entend cette solidarité. On va reparler de cette solidarité avec un tour des régions et nos journalistes. Tiens, on va commencer par votre région, représentée par Claire ici, le Télégramme, avec un exemple d'épicerie participative. Ah oui. C'est notre extra à tout prix. Appelez-le. Et on en reparle. Il y a 3 choses, de la soupe, des œufs. Je suis Charlotte, vous êtes actuellement à l'épicerie participative Mon Épi Plélo et ici eh bien, c'est un lieu de rencontre où on peut commander des produits, des producteurs locaux tout en échangeant un petit café. C'est une initiative de la mairie de Plélo qui a lancé un petit peu un appel aux adhérents et aujourd'hui on est à peu près une trentaine qui nous sommes engagés dans l'épicerie participative. Donc l'idée c'est de donner 2 heures de son temps en échange de pouvoir commander, acheter dans l'épicerie. Nous référençons aujourd'hui plus de 150 produits. Ce chiffre, je pense, va s'étendre de plus en plus et ces produits vont du produit frais comme des plats préparés ou des légumes, mais aussi des produits de ménager et des produits de cosmétiques. C'est une bonne chose parce qu'il n'y a pas de commerce alimentaire sur la commune et que ça permet de faire travailler les producteurs locaux. Puis en plus, ça nous a permis de rencontrer des gens de la commune qu'on ne côtoyait pas précédemment. L'avantage de vendre directement à l'épi, c'est que je vends directement à mon prix producteur. Plus il y aura d'initiatives comme ça, plus les producteurs seront mieux rémunérés. C'est important. C'est une aventure à vivre parce que déjà donc, on se rapproche des producteurs locaux et ensuite j'espère que ça va transformer la commune. En tout cas entre nous on crée du lien et on se fait de nouveaux amis. Donc, Merci. Voilà, vous connaissez un peu ce système? Tout à fait. Le lait de vos vaches va aussi dans ce type d'épicerie de temps en temps? Je vends un industriel, mais qui reste un industriel local, donc je sais où il finit. Et donc breton. Il est transformé en Bretagne, il reste... Il reste en Bretagne. Je sais qui l'achète. Lactalis. Je sais qu'il a... Non. Il est plus petit que ça. Parce que alors Claire, votre question. C'est une initiative qui est super comme ça, mais qui est quand même contraignante. On doit donner de son temps et en revanche, l'avantage c'est qu'il n'y a pas d'intermédiaire et pas de bénéfice. Est-ce que ça vous paraît être une solution d'avenir ou ça ne doit rester qu'un exemple Non. L'alimentation, c'est un secteur économique comme celui des autres, donc on ne peut pas l'imaginer passer totalement à non-but lucratif. On aura toujours besoin de salariés et puis on ne peut pas imaginer que tout le monde deviendrait des bénévoles ou payés à minima. Ouais, donc ça doit rester comme ça, mais c'est pas... voilà, ça c'est un phénomène de solidarité et qui est très bien et qui a sa place et qui est un exemple et qui apporte quelque chose à ces personnes qui y participent. Ça donne de la valeur et... Alors, après la Bretagne, direction le Grand Est, avec une question de Fabrice Vesser-Redon des Bras. On va peut-être parler des jeunes. Vous voulez qu'on regarde d'abord un petit reportage, Fabrice? Il ne vient pas de votre région. Mais si, regardez. Allez, on regarde le reportage. Formation des jeunes, allez. Paupières, oreilles et dentition, tout est passé au crible. Abigail récolte des indices pour évaluer l'état de santé de cette brebis. Ça s'est plutôt bien passé. La brebis, elle est ni trop malade, ni parfaite non plus. Mais il y a deux, trois défauts, mais sinon c'est plutôt bien. Une épreuve technique alliant maîtrise des gestes et connaissance des ovins. La difficulté pour les candidats, c'est surtout en fait de nous parler en même temps qu'ils font l'activité et surtout de pallier en fait d'aller plus loin dans l'analyse. Par exemple, ils voient la troisième paupière qui est rose, mais ils ne nous expliquent pas à côté, par exemple, qu'il existe la jaune, la rouge et pour quelle raison. De l'autre côté de la bergerie, Alicia mesure l'engraissement des agneaux. 37,
Une tâche pas forcément évidente car chronométrée, elle doit en examiner 3 en moins de 3 minutes 30. Un défi relevé haut la main pour cette habituée du concours. J'ai déjà participé l'année dernière, ça m'a beaucoup plu et j'ai retenté cette année pour voir si je pouvais faire mieux. 34 jeunes s'affrontent pour ces sélections régionales des Olympiades. 2 d'entre eux partiront ensuite à Paris représenter la région Centre-Val de Loire lors du concours national du meilleur jeune berger de France 2024. On est une région où il y a de l'ovin, il y a des races ovines. On va avoir le berrichon du Cher, le berrichon de l'Indre, la Solognotte. Forcément, on a envie que du coup ces races perdurent sur notre territoire, que les éleveurs restent en place. Et ça permet aussi de faire découvrir cette filière à des jeunes qui arrivent dans le milieu. La finale nationale se tiendra le 24 février prochain pour l'ouverture du Salon de l'agriculture à Paris. Fabrice. Oui, Marie, Véronique Le Floch, EBRA, Marie l'évoquait, c'est aussi l'agriculture de montagne. Toute cette zone, les Alpes, le Massif central, etc. Et la question de la relève. Vous évoquiez vous-même tout à l'heure la question de la retraite, la vôtre, même si elle est encore un petit peu loin. Pour vous, la relève, c'est quoi? Ces jeunes, ils ont besoin de quoi pour s'installer? Est-ce qu'elle existe, cette relève, déjà? Alors, elle existe, mais de moins en moins dans les familles d'agriculteurs elles-mêmes, parce qu'on a quand même une population agricole aujourd'hui qui est composée de nombreux célibataires. Et pourquoi on en est arrivé là? Parce que la charge de travail était telle que je pense qu'on se refermerait vite sur nos exploitations. Je vois, moi je suis engagée, donc on sort, on quitte nos fermes, mais on laisse après nous une famille qui n'a plus le temps de sortir. Donc la relève, elle passe par des événements comme ça, par l'implication au travers des salons, et je trouve que c'est très bien. C'est comme le festival Vache en piste en Savoie, auquel j'ai participé, enfin où j'ai été invitée, et on implique les jeunes des écoles. Vous encouragez les jeunes à venir en agriculture, et avoir un avenir solide, paisible? Alors justement, c'est parce que je souhaite n'avoir aucun scrupule à encourager les jeunes à venir s'installer que notre rôle à nous, syndicalistes, c'est de leur préparer le terrain pour qu'ils s'installent avec une visibilité sur le long terme. Et contrairement à ce qu'on dit, l'agriculture n'est pas comme les autres métiers. On le fait pour une carrière en général. Donc voilà, il faut qu'on leur prépare un terrain qui leur permettra de vivre dans des exploitations viables, vivables et transmissibles à leur tour. Bref, le bonheur est dans le pré, quoi. Voilà, on l'a compris. Vous serez là au Salon de l'Agriculture dans 3 semaines? Évidemment. Oui, mais nous aussi. Alors, merci beaucoup, Véronique Le Floch. Merci à vous trois. Merci à vous derrière les écrans. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, très bon week-end. Bye bye. Merci.